À 96 ans, le fondateur du Front National est mort, et même s'il n'a jamais lui-même accédé au pouvoir, il a largement contribué à forger un chemin pour que ses idées identitaires s'en approchent. Alors aujourd'hui, on veut vous parler de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, et pour ce faire, on reçoit Dominique Albertini, journaliste spécialiste de l'extrême droite et chef du service politique de Libération. Dominique, ma première question, aujourd'hui pour toi, en 2 mots, c'est quoi l'impact le plus marquant de Jean-Marie Le Pen sur la société française? Je pense que c'est d'être entré en politique ou réentré en politique à une époque où l'extrême droite électoralement était quelque chose d'absolument marginal, donc à la fin des années, dans les années 70, disons, et d'avoir transmis à sa fille un parti qui est, en 2011, l'un des premiers de France et qui est parvenu au second tour de la présidentielle. Il y aurait 1000 trucs à dire sur Jean-Marie Le Pen, mais si tu m'en demandes un, je retiens le critère électoral et la progression de sa famille politique sous sa présidence pendant une 40aine d'années. Je vous fais une toute petite pause. Merci de regarder cette vidéo. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Likez, commentez, donnez-nous votre avis. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. En ce 7 janvier, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit retour historique de qui est Jean-Marie Le Pen. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que Jean-Marie Le Pen démarre sa vie politique et à quel moment est-ce qu'il a créé le Front National? Oui, il a créé le Front National en 1972. Les 2 principales choses à dire sur le moment où il crée le Front National et les conditions dans lesquelles il le fait, c'est qu'en 72, c'était un has-been, et qu'il n'est pas le créateur du Front National, mais l'un des créateurs du Front National à cette époque-là. Je m'explique sur les 2. Qu'est-ce qui se passe en fait? Dans les années 1960, électoralement, l'extrême droite a beaucoup de mal à exister. Elle est discréditée par le régime de Vichy, l'héritage de Vichy. Elle a beaucoup de mal à exister à côté du gaullisme qui quand même suffit à satisfaire les aspirations au prestige national, à l'indépendance de la France. Il y a toute une série de débats qui sont importants aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore très prégnants en France à cette époque-là, sur l'immigration et sur l'islam notamment. Et l'extrême droite n'arrive pas à exister. Ce qui existe, mais c'est pas électoral, c'est plus sur le plan de l'agit-prop, parce que l'époque est très politique, qu'il y a eu à gauche mai 68 et à l'extrême droite une réaction à mai 68. Il y a une agitation d'un petit milieu très militant, activiste, violent à l'extrême droite. C'est des groupuscules qui souvent d'ailleurs se mobilisent plus par anticommunisme, c'est aussi l'époque qui veut ça, et anti-gauchisme que par hostilité à l'immigration, par exemple. Et ces groupuscules existent, mais ils aimeraient bien exister pas juste dans la rue, mais aussi électoralement. Et donc, un jour, les plus dégourdis d'entre eux se disent « on ne veut pas juste faire la bagarre, on veut aller aux élections et, si possible, faire une carrière politique. Il faut donc aller au scrutin et s'y présenter sous une forme un peu présentable, justement, pas trop effrayer les lecteurs. Donc, on va monter une espèce de coalition de différents mouvements nationalistes. Et pour en assurer, on va dire, la tête de gondole, on va en donner la direction à une figure peut-être un peu plus âgée et un tout petit peu moins effrayante que ces jeunes militants un peu agités. Et donc, on va chercher un vieux monsieur, alors il n'est pas si vieux, mais pour ces jeunes, il est vieux, c'est Jean-Marie Le Pen, qui avait fait de la politique sous la 4e République, il avait été député, poujadiste, et puis après, traversé du désert, on l'avait un peu oublié, il s'est éloigné de la politique, et on se dit que cet ancien député poujadiste, qui fait carrière du côté de la droite populiste, mais qui est pas marqué comme une figure particulièrement extrême aux yeux de l'opinion, peut faire l'affaire, peut être un porte-parole acceptable. On lui propose la présidence de ce nouveau parti, le Front National, mais au tout début, au lancement, il est un fondateur parmi d'autres, et les autres, ils comptent bien exercer une co-tutelle sur ce parti. À cette époque-là, Jean-Marie Le Pen, il a quel âge? À cette époque-là, il est né en 1928, donc le Front National est fondé en 1972, il a donc, grosso modo, 44 ou 45 ans.
Au moment dont tu parles, Jean-Marie Le Pen est plutôt alors comme un genre de porte-parole, une figure du Front National, mais n'est pas son véritable leader, c'est ça? Il est président, il en a le titre, là il n'y a pas de problème. Simplement, il y a autour de lui un appareil du FN qui reflète différentes tendances de l'extrême droite, et lui il est le garant aussi de ces équilibres entre les différentes familles. Donc il y a un peu de tout. On entend souvent, et c'est tout à fait exact, qu'il y a d'anciens collaborateurs au Front National. Il y a évidemment une autre matrice qui est très importante, sans doute plus importante que collaborateurs au sens de la Seconde Guerre mondiale. De la Seconde Guerre mondiale, absolument. Il y a même parmi les premiers cadres du FN des gens qui se sont engagés sous l'uniforme allemand ou sous celui de la Légion des volontaires français. Donc on parle d'une collaboration vraiment sous une forme assez dure. On a une matrice qui pèse un peu davantage encore, qui est celle du combat pour l'Algérie française, évidemment, auquel Le Pen a été directement associé, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, parce que lui, il est allé combattre en Algérie. Et par ailleurs, il y a aussi comme quoi il aurait torturé en Algérie. Absolument, ouais, ce qu'il a toujours contesté, mais ce qui a été démontré par des témoignages, des preuves, des éléments de récit, des travaux d'historiens. Il y a également la tendance dont je te parlais au début, qui est celle des groupuscules plutôt jeunes, qui apportent en fait l'essentiel de la main-d'œuvre du FN au début. Ceux qui vont tracter, coller, militer, c'est cette main-d'œuvre militante de jeunes qui ont 18, 20, 25 ans, les plus âgés ont peut-être 30 ans, et qui sont un peu la structure militante. Et on va aller peut-être vite sur les détails, mais il se passe que électoralement, ça va pas très fort, que les jeunes militants dont je te parlais se disent que si c'est pour faire ça, franchement, ils préféraient la formule précédente. Donc, ils reprennent leur bille, ils sortent. Et Jean-Marie Le Pen, il reste seul aux commandes d'un Front National dont il est le chef, mais qui est vidé de sa substance, qui électoralement n'existe pas et qui va continuer à ne pas beaucoup exister pendant une dizaine d'années. Politiquement, Dominique, Jean-Marie Le Pen, il commence à exister dans la vie politique à partir de quel moment? C'est quoi le fait marquant qui fait que dans la vie politique, on remarque que Jean-Marie Le Pen existe? Première candidature à l'élection présidentielle, 1974. Donc forcément, à ce moment-là, un accès aux médias de premier constat médiatique de son existence. Mais il fait un score, il fait moins de 1%. Donc c'est vraiment pas un énorme succès. Et après, pendant une dizaine d'années, il se passe pas grand-chose. Ça commence à frémir au début des années 80. En 82, il y a des scrutins locaux. On enregistre des scores un peu au-dessus de la moyenne ici et là. Et le gros événement, c'est les élections européennes de 1984, où Jean-Marie Le Pen réalise 10%. C'est la première fois dans un scrutin national qu'on peut dire qu'il existe. Il y a par ailleurs, à peu près au même moment, un truc assez déterminant qui est son apparition au premier plan médiatique. C'est-à-dire que c'est l'époque où il commence à apparaître dans des émissions comme L'Heure de vérité, qui est la grande émission politique de l'époque. Et comme il passe bien, parce qu'il a le verbe facile, parce qu'il a le sens de la formule, il a une présence, c'est vrai qu'il s'y fait remarquer. La légende frontiste raconte qu'au lendemain de sa première apparition dans L'Heure de vérité, il y a la queue devant le local du FN pour adhérer au parti. Donc vraiment, 82, 83, 84, le FN décolle comme force politique nationale. Dans ce qui caractérise Jean-Marie Le Pen, c'est des coups médiatiques. Quand tu parles de L'Heure de vérité, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il prononce sa minute de silence? Absolument. Oui, c'est ça. Hein. Oui, absolument. C'est une minute de silence je crois que c'est pour les victimes du communisme. Du communisme, ça, ouais. Absolument. C'est assez intéressant. Alors d'abord, comme tu le dis, il y a l'idée qu'il apparaît dans cette émission et tout de suite, il fait un coup d'éclat, avec opportunisme, avec un petit côté à l'instinct. Et évidemment, ça fait des images et un moment marquant. Ça permet aussi de dire qu'on est encore dans un moment où certes, il parle d'immigration. Il a commencé à parler d'immigration, mais dans ce que veut mettre en avant le Front National, il y a encore une concurrence entre la lutte contre l'immigration, qui est un thème naissant, et l'anticommunisme, qui, à cette époque-là, est encore un registre très important du discours du FN. À l'époque, pour remettre dans le contexte, il y a l'URSS, il y a la guerre froide, il y a le bloc de l'Est, il y a le rideau de fer, et donc, quand on est un parti
de droite et d'extrême droite, on ne peut pas faire l'économie d'un discours anticommuniste vigoureux, et c'est ce qu'il fait. Et bien justement, effectivement, c'est l'une des questions que je me pose à cette époque-là. C'est quoi le socle idéologique de Jean-Marie Le Pen? Qu'est-ce qu'il défend dans le fond? Est-ce qu'on a déjà, comme tu l'as un petit peu évoqué, ce rapport à l'immigration, ce rapport à la préférence nationale, etc., ou pas du tout? Comment est-ce que ça se décante tout ça? Ouais, alors c'est une question qui est compliquée parce que Jean-Marie Le Pen, idéologiquement, s'est montré extrêmement plastique. Il a jamais varié sur le fond, sur le fait que c'est un nationaliste et xénophobe. Ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. En revanche, dans la manière dont il l'a formulé, dans les nuances qu'il a pu apporter à certains moments sur ce fond idéologique, il y a eu des variations assez importantes. Par exemple, quand le Front National est créé, le thème de l'immigration est très peu présent. Dans les premiers programmes du Front National, c'est un point accessoire, secondaire. On est d'abord sur la lutte contre le communisme international et contre ses relais en France. On est également sur un programme économique très libéral, tourné vers les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, la petite bourgeoisie. Et la lutte contre l'immigration n'apparaît pas encore vraiment. Ça va arriver à partir de la fin des années 70, avec un slogan qui va faire date, qui est 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'immigrés en trop. Je me trompe peut-être sur le nombre de millions, mais pas sur le reste du slogan. Et c'est là où il y a cette bascule, à la fois sur le thème de l'immigration, qui immédiatement est lié à la question sociale. Voilà. C'est là que commence la mise en relation des Français face à l'immigration. C'est là que commence un petit peu la notion qui est très importante pour le Front National, qui est la préférence nationale. Oui, effectivement, c'est à ce moment-là. Alors, ça va être formulé plus clairement, oui, dans les années 80, effectivement. C'est là qu'il y a toute une série de gens qui arrivent au Front National et qui se veulent un peu des penseurs, ce que n'a jamais été Jean-Marie Le Pen, qui veulent apporter un appareil théorique et qui formulent le concept de préférence nationale, qui consiste à dire que les Français, en tant que Français, doivent bénéficier de choses dont le bénéfice doit être ôté aux étrangers, absolument. Et donc, on voit que ça apparaît à un certain moment dans le temps, dans l'histoire du Front National, mais que ça n'est pas là au début. De la même façon que Jean-Marie Le Pen, il varie sur d'autres sujets. Par exemple, lorsqu'il est encore dans la défense de l'Algérie française, il peut dire que Français de souche, si je puis dire, et Algériens ou musulmans peuvent cohabiter dans le même ensemble. Il peut avoir des mots indulgent vis-à-vis de l'islam, en disant qu'il ne voit pas trop le problème. Ça, c'est parce qu'à l'époque, il a une vision un peu impériale de la France et de ses colonies et de populations qui peuvent avoir vocation à être dans le même ensemble national. Après, il adapte sa vision du monde aux changements, notamment géopolitiques. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de colonies à défendre, il peut défendre la France comme un ensemble un peu fermé qui doit protéger sa manière d'être. À partir du moment où l'URSS va disparaître, il peut abandonner le registre anticommuniste. À partir du moment où la question sociale commence à exister avec un peu plus d'acuité, il peut passer d'un discours très libéral à une ligne beaucoup plus sociale économiquement. Donc, dire ce qu'a été idéologiquement Jean-Marie Le Pen est parfois moins simple qu'on l'imagine. Dans quelle mesure est-ce que Jean-Marie Le Pen, il a permis à des idées de groupuscules d'extrême droite, puisque tu nous expliquais au début que la base du Front National, ça vient de groupuscules d'extrême droite, dans quelle mesure est-ce que Jean-Marie Le Pen a permis à ces idées-là d'entrer dans le débat politique français? Je ne saurais pas trop dire dans quelle mesure il a permis à des idées venues de groupuscules d'accéder au premier plan du débat public, parce que les idées qu'il défend au début, en fait, elles sont plutôt éloignées du programme de ces groupuscules. Là, je parle de ceux des années 70 dont on parlait, qui sont en fait des groupuscules néofascistes, dont l'idéal est un État autoritaire, qui ont parfois la tentation du coup de force et de se dispenser des élections. Et Jean-Marie Le Pen, là-dessus, il est tout de suite assez distancé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces groupuscules, un peu déçus, le prennent pour un vieux ringard et se disent qu'ils vont faire mieux de leur côté. Donc, en revanche, ce qui est vrai, c'est que Jean-Marie Le Pen, toute une série d'idées
qui n'avaient plus vraiment d'existence dans le débat public, il va un peu les ramener à la vie et les amener au premier plan. Et l'une d'entre elles, notamment, c'est évidemment l'antisémitisme. Il y avait évidemment une grosse condamnation de ce registre politique en France dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et Jean-Marie Le Pen, pas immédiatement, mais dans les années 1980, l'une de ses grandes marques, tu m'interrogeais au début sur ce qu'il a laissé, l'une de ses grandes marques, c'est de refaire de l'antisémitisme un registre du débat public de manière répétée, assumée, et qui lui vaudra de nombreuses condamnations. Et ça, pour moi, c'est un trait extrêmement important de son action. Il y a un moment dans la vie de Jean-Marie Le Pen qui est particulièrement marquant, c'est 2002. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'en 2002, il accède au second tour de la présidentielle. Je pense que je ne l'apprends à personne. Il y accède par surprise, en éliminant le candidat de la gauche, donc en rompant, en cassant pour la première fois depuis longtemps le traditionnel duel entre la droite et la gauche, et donc en disant qu'il y a une troisième force politique qui est en train de monter et qui a vocation à prendre le pouvoir. Chacun sait aussi comment ça se termine. Le second tour est vraiment un désastre, mais pendant quelques jours existe, même très théoriquement, cette idée que l'extrême droite au pouvoir, ça n'est plus un film de science-fiction. Et depuis 2002, on voit l'extrême droite monter petit à petit. Et on parlait en début de stream d'héritage. C'est l'une des questions centrales pour moi de ce moment politique. Comment est-ce que les idées de Jean-Marie Le Pen, ce qu'il a porté au fil des années, existent dans le débat public aujourd'hui? Il y a plusieurs acteurs de cet héritage, à commencer par le Rassemblement national. Quel a été le rapport entre Marine Le Pen et son père, Jean-Marie Le Pen, au fil des années, qui a ensuite mené à la création du RN? C'est une question qui pourrait faire l'objet d'une émission entière à elle seule. C'est un rapport qui est très compliqué. Marine Le Pen, sur un plan personnel, elle a, dans l'ombre de ce père très connu, un peu gênant, et qui par ailleurs a fait l'objet d'au moins un attentat qui a failli lui coûter la vie. L'un des rapports, sa vie personnelle en est évidemment affectée. Elle hésite du coup à se lancer dans la politique, notamment à cause de ça. Elle finit par y aller. Après, je crois que chacun connaît l'histoire. D'abord, le fait que son père finit par la soutenir en tant que successeuse, si je puis dire, à la tête du Rassemblement national. Et puis ensuite elle commence à réaliser que les positions répétées de son père, notamment des propos antisémites, sont un boulet considérable pour le parti qu'elle dirige. Et à la fin, elle finit par se résoudre à l'expulser. Donc c'est des rapports très compliqués qui, à la fin, se terminent sur une espèce de réconciliation personnelle dans les toutes dernières années, mais pas politique. Je prends juste une question dans le chat. Tu parlais tout à l'heure des liens entre Jean-Marie Le Pen et l'antisémitisme, etc. Là, c'est Amadeo Zorus qui te demande, qu'on entend parfois parler du lien entre Jean-Marie Le Pen et le vichisme, sans parler de ses propos négationnistes. À quel point a-t-il adhéré à cette idéologie et l'a-t-il toujours pleinement assumé au fil de sa vie politique ? Oui, alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, à notre connaissance, il a pas fait d'acte d'adhésion politique, puisqu'à l'époque, c'était un jeune adolescent. Lui, il prétend avoir fait des actes de résistance. La trace n'en a jamais été facile à trouver, donc cette période-là n'est pas évidente, mais encore une fois, on parle d'un très jeune ado, presque d'un enfant. Ensuite, il est directeur de campagne de la campagne présidentielle d'un monsieur qui s'appelle Tixier-Vignancourt, dans les années 1960. Et Tixier-Vignancourt, c'est l'ancien avocat du maréchal Pétain. C'est un type qui est un pétainiste. Donc Jean-Marie Le Pen dirige la campagne de ce monsieur. Je ne sais pas, moi, à quel point à l'époque il adhérait entièrement au corpus pétainiste et à quel point c'était une participation un peu opportuniste parce qu'il pouvait faire quelque chose en politique, il l'a fait, mais il y a ce fait-là qui est un fait. Alors, après, Jean-Marie Le Pen, sur la fin de sa vie, les propos qu'il a qui tendent à défendre ou à réhabiliter ou à relativiser les responsabilités du régime de Vichy, mais aussi à relativiser les crimes de guerre du nazisme, font évidemment dire qu'il a au minimum de la complaisance pour ces deux régimes politiques.
L'un des faits marquants de la vie politique de Jean-Marie Le Pen, on en parle tout le temps, c'est des dérapages entre guillemets. On a le point de détail de l'histoire, qui est une séquence qui est restée dans l'histoire. Est-ce que ces dérapages, pour la vie politique de Jean-Marie Le Pen, c'était un choix politique? Comment est-ce que lui percevait ces dérapages-là? D'abord, pas comme des dérapages. Voilà, comme l'expression d'un certain bon sens pour une partie d'entre eux mais d'ailleurs l'expression dérapage elle est à questionner parce qu'on pourrait aussi parler de provocation. Dans l'idée de dérapage, il y a l'idée d'un mouvement un peu involontaire de l'esprit ou de la langue. Le concernant, c'était toujours l'expression de conviction. Et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, il les a réitérés plusieurs fois. Je pense au point de détail, qui est le dérapage entre guillemets par excellence. Et il a répété ses propos, et c'est d'ailleurs ça qui a emmené Marine Le Pen à l'exclure du parti. Donc, quelle est l'importance? Elle est absolument majeure, parce que, alors qu'à un moment, on se demande si Jean-Marie Le Pen, il ne va pas être intégré au jeu politique un peu classique, notamment au vaste camp de la droite. Ses propos sur le point de détail, notamment, dressent entre lui et le reste du jeu politique ce cordon sanitaire. C'est assez majeur. Et ça va se répéter parce qu'il comprend qu'il peut aussi en faire un outil politique, que ça lui permet d'apparaître comme quelqu'un qui existe dans un débat qui est politique, que lui voit comme un filet d'eau tiède, et que ça lui permet de parler à des gens qui sont en rupture radicale avec le système et qui voient en lui un ambassadeur et un porte-parole. Donc après en avoir subi les conséquences, il va s'en servir à son profit. On parlait tout à l'heure d'héritage. Comment est-ce qu'aujourd'hui, les idées de Jean-Marie Le Pen, ce qu'il portait, comment est-ce qu'elles se sont diffusées dans le paysage politique français? Qui les porte? Et c'est quoi les principales briques de ces idées qui existent encore aujourd'hui? Ouais. Question moins facile qu'elle en a l'air, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ces idées, elles ont beaucoup bougé sur quasiment tout. On a parlé de l'économie, mais on pourrait aussi parler de l'Europe, on pourrait parler de plein de choses. Mais le noyau qui n'a pas beaucoup bougé, c'est le nationalisme, l'idée que la nation, la France, a vocation à être un ensemble clos qui doit purger ses élites, qui doit se débarrasser des éléments extérieurs qui la tirent vers le bas et connaître une forme de régénération qui va lui permettre de retrouver une gloire passée et un peu fantasmée. Ça, c'est le cœur du truc, ça n'a pas beaucoup varié, et c'est dans le sac à dos idéologique de Marine Le Pen, de Jordan Bardella et de tous ceux qui lui ont succédé. Sur la ligne économique, sur les relations internationales, là-dessus, il y a eu tellement de variations de la part de Jean-Marie Le Pen que c'est compliqué de dire qui les porte. Maintenant, la question de qui est le meilleur héritier ou la meilleure héritière de Jean-Marie Le Pen, comme ceux qui sont là aujourd'hui ont en partage la préférence nationale et tout ce qui s'y associe, ils le sont à part égale. Celui ou celle qui voudra être son véritable héritier ou héritière devra faire une chose, c'est assumer le discours antisémite en public. C'est aussi simple que ça. Celui qui veut être l'héritier de Jean-Marie Le Pen, en recueillir à la fois l'actif, si je puis dire, et le passif, il va à la radio et il refait le point de détail. Et là, il prend l'opprobre justifié, le cordon sanitaire, et en même temps, il prend aussi l'héritage. On a une question de Buc, j'ai du mal à lire ton pseudo, j'en suis désolé. Qu'en est-il de la dédiabolisation du Rassemblement national? Est-ce que Jean-Marie Le Pen a servi cette dédiabolisation d'une certaine manière des idées d'extrême droite, des idées du Rassemblement national, ou c'est le fait exclusivement de Marine Le Pen? Non, et il l'a servi. Alors évidemment, ça remonte à plus longtemps, ça a été moins observé, parce que Marine Le Pen, la dédiabolisation, ça a d'abord été un formidable... C'est d'abord un outil de communication. Jean-Marie Le Pen, à plusieurs moments, il veut dédiaboliser. D'abord, quand il crée le FN, on l'a raconté, c'est pour que des petits militants d'extrême droite un peu infréquentables forment un parti politique qui va aux élections. C'est de la dédiabolisation. Dans les années 80, il essaie de faire en sorte que son parti accueille des figures, des notables, des figures qui ont fait un bout de chemin dans les partis installés à droite. Il fait élire des députés. Il y a des intellectuels qui arrivent au FN. C'est une forme de dédiabolisation. À la campagne présidentielle de 2007,
il essayait de changer de registre, il essayait de présenter une image beaucoup plus apaisée. Il y a une affiche qui avait beaucoup fait parler, sur laquelle figurait comme une soutien de Jean-Marie Le Pen, une jeune femme métisse. D'ailleurs, c'est une campagne dans laquelle Marine Le Pen avait joué un grand rôle. Elle avait inspiré pas mal d'éléments de communication. Et à l'époque, Jean-Marie Le Pen, il joue le jeu. Donc, ce serait trop facile de dire qu'il a toujours été opposé à cette dédiabolisation. Simplement, il n'a jamais voulu aller jusqu'au bout, notamment en se reniant sur ses propos sur la Seconde Guerre mondiale. Après, Marine Le Pen, elle passe l'étape suivante. Quand elle prend la présidence du FN, l'une de ses premières déclarations à la presse, c'est de dire « Je vais être très clair, pour moi, les camps de concentration, c'est l'horreur maximum ». Et elle fait ce geste tout de suite. Et si tu me permets d'ajouter d'une phrase, j'avais posé la question un jour à Louis Alliot, donc, qui était un cadre important du Front National et qui était à l'époque le compagnon de Marine Le Pen. C'est quoi la dédiabolisation ? Et il me dit, en fait, ne faites pas d'erreur. Tout le monde dit, ça veut dire être gentil, être machin. La dédiabolisation, ça concerne une seule chose, c'est ne plus être soupçonné d'antisémitisme. C'est ça et c'est seulement ça. C'est pas l'immigration, c'est pas l'islam, c'est l'antisémitisme. Dans la question de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, moi, je me demande à quel point ces idées sont devenues plus acceptables, notamment dans le rapport à la fachosphère. Je te demande ça parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression de plus en plus de voir, on le voit avec sa mort, des messages entre guillemets de soutien de Jean-Marie Le Pen, qui, à l'époque où il était vivant, il y a 30 ans, paraîtrait, je le pense, inacceptable. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une fachosphère qui a permis aux idées de Jean-Marie Le Pen d'être plus acceptables ? Oui. Alors après, il y a plein de trucs, parce que des gens qui défendaient Jean-Marie Le Pen, il y a 30 ans, je pense que tu en aurais trouvé un paquet, mais juste, ils n'avaient pas les réseaux pour le dire. Et c'est vrai qu'il y avait à l'époque un phénomène de honte sociale lié au vote FN, qui a disparu. Le vote FN et l'expression de l'adhésion au FN, elle s'est beaucoup désinhibée. Donc, on dit des choses qu'on ne disait pas forcément avant. Il y a une époque où le FN, il envoyait son magazine interne à ses adhérents, mais sous blister, une enveloppe opaque. Comme ça, le facteur et les voisins, ils ne voyaient pas que vous aviez le magazine du FN chez eux. Aujourd'hui, je pense que ce serait moins un sujet. Voilà. Et en plus, il y a le phénomène des réseaux qui donnent de la visibilité. Je ne te fais pas un dessin, ni aux gens qui nous écoutent, je pense qu'ils connaissent ça par cœur. Après, sur la fachosphère, oui, évidemment, c'est toute la stratégie du FN, même à une époque, que de miser sur ces réseaux-là pour contourner. Pierre Plotu, Maxime Massé en parlaient juste avant, pour contourner des médias qui sont vus comme un frein à la diffusion de ses idées. On touche directement l'adhérent, le sympathisant, l'électeur, en lui délivrant un message qui ne passe pas par le filtre du questionnement et du contradictoire. Donc évidemment, ça peut jouer. Sur les réseaux, on peut être exposé à répétition à ces idées qui ont plus difficilement accès aux médias traditionnels, et donc plus on est exposé à un discours, plus on est susceptible d'y prêter l'oreille et de lui accorder son approbation à un moment. J'ai une dernière question. Je ne sais pas si c'est une question idiote ou pas, mais est-ce que tu considérerais que Jean-Marie Le Pen, dans ce qu'il a tenté d'accomplir, aujourd'hui, est-ce qu'il aurait réussi ? Oui, je pense. Oui, je pense. Il est parti politiquement d'un capital très faible, à la fois en termes de structure de parti et à la fois en termes d'adhésion de la société à ses idées. Alors, on peut dire qu'il a politiquement, personnellement mal terminé. Il se fait virer de son propre parti. Il n'a jamais été élu président. Mais enfin, quand il part, il laisse un parti qui est extrêmement puissant politiquement, et le terme de l'eupénisation des esprits veut bien dire ce qu'il veut dire. Ces idées ont massivement infusé dans la société. Donc je pense qu'il y a une réussite. Alors je crois qu'il s'était qualifié lui-même à une époque de premier étage de la fusée. Donc c'est vrai qu'il n'aurait été que le premier étage, mais on sait évidemment qu'il y a un deuxième étage qui s'appelle Marine Le Pen, voire un troisième étage qui s'appelle Marion Maréchal, ou Jordan Bardella, ou quelqu'un d'autre. Mais je crois que si lui, à la fin, a fini par se résoudre à n'avoir été qu'un premier étage ou qu'un explorateur ou qu'un pionnier, cet objectif-là, il me semble atteint. On peut le regretter, mais il est atteint.